Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci de nous être fidèles sur le 3 www.canalk.ch et nous continuons ce débat panafricain. Nous allons parler maintenant de la Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est le 31 octobre prochain. Et nous accompagne également dans ce débat panafricain, je l'avais annoncé, Dr Kokra Lossidan, délégué chargé de la stratégie et de la propagande du parti PDCI en Suisse ici. Rebonsoir, Dr Kokra Lossidan, assoir. Bonsoir, bonsoir. Et nous a rejoint également depuis la région parisienne, Dr Claude Koudou. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir chers amis auditeurs. Merci de m'avoir invité. Merci également à vous, Dr Claude Koudou est enseignant, écrivain, directeur de la collection Afrique et Liberté chez les éditions L'Harmattan, président de l'ONG Convergence pour la paix et le développement de l'Afrique et membre de plusieurs organisations panafricaines. Et nous allons commencer tout de suite par la Côte d'Ivoire, je l'ai dit, 31 octobre prochain, ce sera l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va se tenir ou pas? Et là, presque toute l'opposition a lancé début de cette semaine une désobéissance civile après que le Conseil constitutionnel ait maintenu la candidature d'Alassane Ouattara. On a l'impression, Dr Kokra Lossidan, que cet appel n'a pas été totalement suivi. Est-ce qu'il faut encore un peu de temps à l'opposition ivoirienne de s'organiser? Pas du tout. Je pense que c'est plutôt une question de stratégie. Il y a effectivement un message qui a été lancé le week-end passé, donc la désobéissance civile. Nous n'avons pas donné de date exacte. Il n'y avait pas de chronogramme et cela a été fait ça a été fait sciemment, je dirais. Et il ne vous a certainement pas échappé qu'actuellement, il y a une tournée de la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire qui consulte tous les partenaires en Côte d'Ivoire, tous les partis politiques, tous les acteurs politiques. Donc je pense que juste après l'appel lancé par le président Bédié, cette mission a atterri en Côte d'Ivoire et je pense qu'il est tout à fait important de laisser sa chance à cette mission de mener les concertations. Cela dit, l'appel qui a été lancé sera suivi de mots clairs, mais cela doit suivre une méthodologie. Vous savez, l'expérience que nous avons eue au cours des dernières semaines nous a instruit. Il ne s'agit plus de lancer nos militants dans les rues pour se faire taillader par la suite par des milices. Donc il faut être méthodique dans la manière d'agir. Nous consultons au niveau des états-majors et je puis vous assurer que les semaines à venir, je dirais plutôt la semaine prochaine, vous aurez une idée très claire de ce qui se passe sur le terrain en termes de boycott ou de manifestations ou disons tout court et des obéissances civiles. D'accord. Docteur Claude Koudou, vous qui êtes dans ce combat depuis des années, est-ce que la désobéissance civile, est-ce vraiment la panacée pour barrer la route à Alassane Ouattara? Merci Amos. Avant de répondre à la question, je voudrais dire rapidement que au-delà de la question de la désobéissance civile, il faut dire que la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Et c'est même la problématique de la souveraineté qui est posée. La question, c'est donc comment font les Ivoiriens pour sortir le pays de cette mauvaise passe. Alors aujourd'hui, et je salue mon frère et ami du PDCI, parce que nous sommes en partenariat aujourd'hui, c'est que l'opposition a su construire aujourd'hui une unité, et il y a quelques mois, voire des années, on avait là une équation pratiquement insoluble. Elle est résolue aujourd'hui, cette équation. Cela dit, la désobéissance civile, ce n'est pas parce qu'on le voulait. C'est une situation qu'Alassane Dramane Ouattara nous a imposée parce que depuis toujours, nous avons appelé tous les acteurs politiques
à s'asseoir autour d'une table pour discuter. Mais ce que nous constatons, c'est que depuis les années 90, qu'Alassane Dramane Ouattara a été introduit dans la politique en Côte d'Ivoire, un pays qu'il a adopté, il faut dire qu'il a réussi à tout mettre contre lui. Et donc, comme il refuse toute discussion, il faut justement qu'on le mette hors d'état de nuire. Parce que, comme l'a rappelé mon prédécesseur, nous sommes aujourd'hui dans un pays de non-droit, un pays où le président lui-même ne respecte pas les règles, y compris la loi fondamentale. Voyez-vous, les gens du RHDP nous parlent d'un premier mandat parce qu'on aurait remis les compteurs à zéro. C'est-à-dire que dans une même journée, M. Adjoumani peut aller boire 2 bières à Cocody et arriver au plateau prendre une autre bière et dire que parce qu'il est au plateau, c'est la première bière et les 2 précédentes ne comptent pas. Nous élevons des enfants, une nouvelle génération qui nous regarde. Il faut remettre les repères en place et je crois que la désobéissance civile, elle est judicieuse, comme l'a dit aussi mon prédécesseur. Il faut qu'on arrive à s'organiser pour mettre Alassane Dramane Ouattara et son clan qui ont mis ce pays à terre, qui emprisonnent tout le monde, qui enlèvent des gens, qui met en souffrance le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut justement qu'on lui fasse comprendre que son attitude est inacceptable vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. D'accord. Et justement, je pense que nous pourrons réussir cela à partir du moment où aujourd'hui, les acteurs politiques de l'opposition ont compris qu'il faut tout faire pour sauver ce pays. D'accord. Alors, Rodrigue Aïgo, qui co-anime ce débat panafricain en ligne en direct depuis Lomé au Togo, la Côte d'Ivoire, oui, ça chauffe, ça craint. Est-ce que vous avez une question sur l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Rodrigue Aïgo, depuis Lomé? Oui, merci Sylvain et merci donc pour tout le développement qu'on a suivi avec nos invités sur la Côte d'Ivoire. Alors moi, ma première question, c'est de savoir si le temps ne joue pas finalement contre toutes ces actions qui sont à l'étape encore d'initiative. Et la seconde, est-ce que la classe politique de l'opposition ivoirienne se sent surpris par le volte-face d'Alassane Ouattara? Et quel est le cas? Est-ce que cela justifie le fait que ces actions soient une initiative de dernière minute? Docteur Kokra Assoua, pour répondre à Rodrigue Aïgo depuis Lomé. Oui, effectivement, le 31, c'est pour bientôt, mais nous demeurons confiants. Nous demeurons confiants en les capacités de l'opposition à s'organiser et à faire barrage à cette impossible. Vous savez, l'opposition en elle-même regorge déjà de personnes assez expérimentées. Il y a eu bien entendu au cours des mois passés quelques incompréhensions, mais comme mon prédécesseur le disait tout à l'heure, nous nous sommes mis ensemble et nous travaillons dans les différents états-majors pour coordonner les activités. Et je peux vous dire que sur le terrain, les choses avancent très bien. Nous nous réjouissons aussi de l'engagement du clan Soro qui a pris la pleine mesure de leur rôle et du fait qu'effectivement, même s'ils ont partagé un bon moment, les mêmes idéaux ou pratiquement les mêmes approches que le RHDP, qu'aujourd'hui, il s'agit de sauver la nation ivoirienne devant le péril. Et devant le péril, il n'y a pas de question à se poser, à cette forfaiture, je dirais. Alors, concernant la question de savoir si on n'est pas surpris, bien entendu que nous ne sommes pas surpris, puisque tout le monde, tous les acteurs politiques ivoiriens, en tout cas dans leur grande majorité, connaissent bien Alassane Ouattara depuis 1990. Voilà. Et nous étions bien entendu préparés à cette évaluation. D'accord, vous d'accord. savez,
souhaitions rester... Avant de continuer, Dr Kokra, je vous désolé de vous couper, avant de continuer ce débat, et pour mettre à l'aise nos auditrices et auditeurs sur le 3xW.canalk.ca, je pense que un de nos invités fait du bruit autour de lui, et ça met mal à l'aise justement à nos auditeurs qui nous font déjà signe. Alors, Dr Kokra, continuez vos développements, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais tantôt que nous ne sommes pas surpris, pas du tout. Nous attendions à cela. Il est bien clair que nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit candidat, parce que nous ne nous attendions pas à ce que Gon Coulibaly nous quitte malheureusement. Mais nous nous attendions bien entendu à ce que Alassane Ouattara ne soit pas bien loin du pouvoir. Nous attendions à ce qu'il cherche par l'autre chemin du regretté Premier ministre Gon Coulibaly à se maintenir au pouvoir. Donc, il y a certainement, comment on appelle, je dirais plutôt, Gon n'est pas là, mais Ouattara il est là, mais c'est bien entendu le même système. Parce que en fait, le combat que nous menons, nous ne combattons pas une personne, nous combattons un système. Et malheureusement, ce système est incarné par Alassane Ouattara. Et nous sommes bien déterminés à continuer ce combat. D'accord. Docteur Yves Kouya-Maïso, je le dis, vous êtes un grand panafricain, vous suivez également tout ce qui se passe également en Côte d'Ivoire, et presque toute l'opposition a lancé début de cette semaine une désobéissance civile après que le Conseil constitutionnel ait maintenu la candidature d'Alassane Ouattara, et on a l'impression que cet appel ne prend pas comme il faut. Et la désobéissance civile est vraiment la panacée pour barrer la route à Alassane Ouattara selon vous, docteur Yves Kouya-Maïso? Écoutez, moi je vais d'abord revenir sur le fond du dossier. Et très rapidement, un coup d'État a fait partir M. Bédié. Un peu plus tard, M. Bédié avait le choix entre Alassane Ouattara et M. Gbagbo. Il a choisi Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est de nouveau en première ligne. Il choisit un autre camp, celui de la population et l'ensemble des acteurs de l'opposition. On ne peut que accepter qu'il ait enfin compris l'objectif de la société civile ivoirienne. La deuxième chose que je n'ai pas entendue, c'est la France. La France a une base militaire très importante en Côte d'Ivoire. Il se passe beaucoup de choses là-bas où c'est plutôt silencieux. C'est quand même la France qui était là quand on a bombardé la présidence ivoirienne sous Gbagbo. C'est la même France qui a soutenu le fait que 2 mandats, ça suffit. C'est l'argument majeur qui a été utilisé pour ne pas recompter les élections au temps de Gbagbo et de Alassane Ouattara. Donc, quand Alassane Ouattara vient aujourd'hui dire que le 3e mandat, c'est prévu dans la nouvelle constitution plus ou moins qu'il a adaptée, et qu'on est maintenant dans un premier tour et non pas 3e tour, vous comprenez bien que pour aussi un juriste que je suis, il y a inconstitutionnalité de la candidature d'Alassane Ouattara. Et ça, il faut quand même que le débat se fasse. Si maintenant les moyens et le rapport de force ne le permettent pas, vous comprenez que les gens choisissent la désobéissance civile et l'organisent. Alors quand vous dites que ça n'a pas l'air de fonctionner, moi je vous inviterai à regarder plus en détail. Il s'agit bien d'une stratégie. Une mission de l'ONU est en train de venir. Les missions de l'ONU, vous les connaissez, ça ne fait que perdre beaucoup de temps. Ça ne fait que retarder les fonctions. L'ONU est pratiquement responsable essentiellement de ce qui s'est passé au moment de transfert vers justement Alassane Ouattara. Et l'ONU avait insisté que 2 mandats, ça suffit. Donc on aimerait bien entendre ce que dit l'ONU aujourd'hui sur le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Sauf que ces institutions sont souvent très sourdes et ne disent plus tellement la vérité aux populations. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a ou pas élection? Premier point. Deuxième problème, s'il y a élection, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de 2e tour. Donc, il faut savoir que si on doit aller au 2e tour, il faut une unité de l'ensemble de cette opposition. Maintenant, si cette opposition pense qu'il faut aller aux élections, elle a des grandes chances de perdre puisqu'il n'y a jamais de vérité des urnes, y compris en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les scores à la russe qu'on a eu en Côte d'Ivoire. Donc, le problème revient en amont. En amont, c'est de savoir dans quelles conditions on va aux élections propres. Les élections qui vont donner ce que veut le peuple ivoirien à l'ensemble des candidats qui se présentent. Et je finirai par, on a éliminé un certain nombre de candidats. Les éléments utilisés pour éliminer ces candidats sont vraiment des éléments fallacieux. Oui, par exemple, la candidature de Mamadou Coulibaly.
Par exemple, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Celle de Gbagbo, il y en a plusieurs. Sachez d'ailleurs que dans le cas de Gbagbo, il y a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme. On va en parler. On va parler. Justement. On va parler. L'essentiel de ceci est que il y a un environnement institutionnel et constitutionnel qui est proche de l'illégalité. La désobéissance civile est un moyen, un rapport de force pour permettre une discussion. Et on ne peut pas exclure la France de cette histoire. Parce que tout ce qui se passe ici, c'est bien la France. Monsieur Macron a félicité Alassane Ouattara parce qu'il ne se présente pas. On aimerait bien entendre Monsieur Macron aujourd'hui dire que, écoutez, Monsieur Alassane Ouattara, vous êtes en train de me mettre mal à l'aise face aux Ivoiriens d'abord et à l'ensemble de la communauté internationale. Mais c'est plutôt le silence radio de Paris, non? Exactement. Donc vous voyez bien que on a un problème avec ce troisième mandat qui reste un troisième mandat illégal. D'accord. Docteur Jean-Claude, vous avez suivi Docteur Ibekwe Maïso. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce qu'il a dit? On parle peu de la France dans cette histoire d'élection. La France est un petit peu trop silencieuse. Est-ce que vous lui donnez raison, Docteur Claude Koudou? Alors, merci. Notre panéliste a dit des choses très très intéressantes, mais je voudrais déjà revenir sur le facteur temps dont vous avez parlé. Il est vrai que le temps est très court, mais l'opposition, avant d'avoir son unité dans tout son ensemble, a organisé un certain nombre d'actions qui a complètement isolé Ouattara. Et comme l'indiquait mon prédécesseur, il y a une société civile aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui met la pression. Je peux même vous parler d'un mouvement qui s'appelle Non et Non ça suffit, lequel mouvement est très actif pour demander aux acteurs ivoiriens de ne pas aller aux élections dans des conditions pareilles. Je voudrais vous citer deux propos de la note de l'Union européenne qui dit: dans le cadre du processus en cours, l'Union européenne rappelle son attachement aux principes d'inclusivité, de liberté d'expression, de transparence, de respect de l'état de droit et des éventuels mécanismes indépendants d'observation nécessaires pour assurer un scrutin aux résultats crédibles et acceptés par. Elle ajoute: l'Union européenne note les différentes procédures ouvertes auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relativement au processus électoral et rappelle son attachement au respect de la justice internationale. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont opposées à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara a fait comprendre à ses interlocuteurs, à ses soutiens internationaux, qu'il était populaire en Côte d'Ivoire. L'histoire montre aujourd'hui, en tout cas les réalités, nous indiquent qu'il est très isolé sur la scène politique ivoirienne et nous allons nous en saisir justement pour l'amener à ne pas qu'il y ait des élections, pour qu'il y ait un tour de table en Côte d'Ivoire. Maintenant, concernant le retour, entre guillemets, d'Alassane Dramane Ouattara pour dire qu'il se présente à un troisième mandat, non, ce n'est pas un effet de surprise. Nous savons très bien en Côte d'Ivoire que Alassane Dramane Ouattara, qui est très au courant de l'état de santé de Feu Gon Coulibaly, voulait se mettre comme vice-président, donc un ticket de vice-président avec Gon Coulibaly, et malheureusement, mais bon, peut-être heureusement pour lui, bon, en tout cas, Feu Gon Coulibaly est décédé avant cela, il redeviendrait président de la République. Donc, comme un copanéliste l'a indiqué tout à l'heure, Alassane Dramane Ouattara mettait en place un mécanisme pour ne pas être loin du pouvoir. Maintenant, l'acteur France, mais c'est en cela que le débat est très intéressant. Tout à l'heure, on parlait du Mali. Mais le mal commun que nous avons, nous les panafricanistes, nous les peuples africains, c'est la position de la France. Et je pense que la question de la base militaire, qui est une question importante, elle est posée, elle va être résolue, mais dans le cadre d'un tour de table entre les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agira pas d'un parti politique qui sera face à la France, ce sera tous les Ivoiriens, ou ce seront tous les Ivoiriens qui seront face à la France, pour lui faire comprendre qu'il faut qu'on change totalement le paradigme et que nous puissions établir de nouveaux rapports
nord-sud, en tout cas Côte d'Ivoire, France, Afrique, pays africains, pour que les populations africaines puissent bénéficier de la juste répartition de leurs ressources. Nous ne chassons pas la France, mais il faut que la France comprenne que les Africains ont besoin de vivre de leurs ressources et nous pouvons commercer ensemble sans qu'on ait des baïonnettes sous la tempe. Ça, c'est fondamentalement important. Tout à fait. Docteur Kokra Lossina Assoua, délégué chargé à la stratégie et de la propagande du parti PDCI ici même en Suisse. Vous avez suivi Docteur Ivekou Amaïzo, Docteur Claude Koudou. Et justement, moi j'ai une question à travers un média français. Ouattara persiste et signe son coup de force. Il traite même de provocation les candidatures de Gbagbo de Soro. Il faut aussi rappeler que le torchon brûle depuis un certain temps entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Et on dira, le basculement de Soro et sa demande de pardon à Laurent Gbagbo renforce-t-il concrètement aujourd'hui l'opposition ivoirienne pour barrer la route à Ouattara? Docteur Kokra Lossina. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est à saluer. C'est à saluer. Et nous ne pouvons que nous féliciter du fait que Soro demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire et qu'il prenne sa place dans ce combat pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Et cela ne peut que renforcer l'opposition. Imaginez-vous s'il n'y avait pas eu cette distinction entre Soro et Ouattara, je pense que le combat aurait été encore plus difficile. Aujourd'hui, cette dissension s'est opérée, le PDCI s'est retiré, alors le chemin à parcourir est peut-être encore difficile, mais je pense que ce sont des facteurs qui balayent le chemin et faciliteront la voie à la libération totale de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne notre compatriote Soro Guillaume, je tiens à préciser que sa relation avec le président Gbagbo ne date pas d'aujourd'hui. Bien entendu qu'il y a une rupture. Sa relation, pas seulement avec la personne de Gbagbo, mais avec la gauche ivoirienne ne date pas aussi d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est certainement un retour au bercail, quelles que soient les dissensions qui nous liaient, mais je pense que après 20 ans de disputes, nous sommes un peuple aujourd'hui mature, riche de cette expérience, pour comprendre où se trouve l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, ce n'est pas de retracer le passé et de revenir sur ce qui nous a divisés, mais de faire en sorte que nous puissions nous unir sur le minimum, sur le peu, et sur cette base, construire rapidement sur le cas de la France. Moi, je voudrais vous dire, nous sommes des pays, et ça, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, nous avons à peu près 60 ans je dirais, d'existence en tant que nation-État. Et à partir de 90 jusqu'à maintenant, ça nous fait 30 ans de combat, 30 ans de quête pour la démocratie. 30 ans, c'est beaucoup, mais en réalité, dans la vie d'une nation, c'est pas aussi beaucoup que ça. Tout à fait. Nous avons tiré les leçons et je pense que nous saurions capitaliser sur cette expérience pour voir comment nous allons enclencher le débat en ce qui concerne la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pu le faire de façon frontale et émotionnelle. Ce qui nous manquait, c'était la réflexion stratégique dans l'approche. Et ça, nous allons en faire usage et vous verrez que si jamais nous arrivons à nous libérer du joug de ce pouvoir, les discussions avec la France seront marquées d'une très grande maturité. Avant de continuer ce débat, je prie vivement nos invités de ne pas faire trop de bruit autour de vous. Franchement, ça fait très très mal aux oreilles. Des auditeurs nous font signe. Je vous en prie, faites un peu moins de bruit. Nous sommes dans un débat très complexe et très aussi important pour nos auditrices et auditeurs câbles sur le 3 fois www.canalk.ch. Et je le disais, ce débat est co-animé avec notre correspondant permanent au Togo, Rodrigue Ayigo. Est-ce que vous avez une question sur la Côte d'Ivoire? Le 31 octobre prochain, ce sera effectivement l'élection présidentielle dans ce pays, élection présidentielle à haut risque, dira-t-on également. Rodrigue Ayigo depuis Lomé. Très bien. Alors, merci. Je crois qu'il y a deux questions. La première, l'élection a lieu dans un peu plus d'un mois maintenant en Côte d'Ivoire et on peut dire que dans les prochaines semaines, à l'allure où vont les choses, Alassane Ouattara sera de plein pied dans les campagnes.
Et la question fondamentale aujourd'hui est-ce que les signaux sont suffisants pour assurer le peuple ivoirien qu'il n'y aura pas l'élection d'Alassane Ouattara? L'autre question, nous savons qu'en Afrique, surtout francophone, les présidents, quand ils s'entêtent à organiser les élections, ils trouvent des pantins qu'ils transforment en candidats. Et c'est peut-être le cas aussi en Côte d'Ivoire. Je crois que le débat en fait également cas. Est-ce que le boycott, parce que Guillaume Soro l'a dit, si il n'est pas candidat, c'est qu'il n'y aura pas d'élection. Maintenant, en dehors de la parole, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui vont effectivement contribuer à empêcher l'élan d'Alassane Ouattara? La troisième préoccupation... Non, Rodrigue, s'il vous plaît, on ne peut pas poser 3 questions à la fois. Une question à la fois, ce serait mieux. Le réseau flotte un petit peu depuis le Togo, mais je pense que Dr Claude Koudou a bien compris la question. Dr Claude Koudou. Oui, j'ai très bien compris, mais juste un petit mot par rapport à ce qui se disait plus haut. Les Ivoiriens ont beaucoup travaillé pour qu'il y ait une unité. Modestement, à mon humble niveau, j'ai aussi travaillé pour que les Ivoiriens, sinon les entités politiques, se rapprochent. Et dans cette mesure-là, nous ne pouvons que saluer, disons, la cohérence d'un certain nombre d'acteurs. Mais je voudrais dire que dans ce qui va venir, la nouvelle Côte d'Ivoire qui va venir, il faut que les uns et les autres intègrent un minimum de bonne foi. Parce que si ce sont des positions opportunistes qui amènent certains acteurs à prendre de nouvelles positions aujourd'hui, je veux dire que pour eux, ça ne sera pas gagné. Et parce que l'histoire nous regarde, ce que nous faisons depuis, tout ça est enregistré et nous avons pu voir ce que certains acteurs ont dit hier et qui se dédisent aujourd'hui. Et parce que la tontine n'a pas marché, bon, ils veulent se saisir, disons, des Ivoiriens comme témoins. Mais je vais dire, comme l'a dit mon copanéliste du PDC, les Ivoiriens sont suffisamment matures aujourd'hui pour comprendre où est leur intérêt. Après, la question de la provocation, quand Alassane Dramane Ouattara parle de la candidature de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, je pense que, comme toujours, Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un qui est très réducteur et qui a une mémoire très très courte. Pour ce qu'il a fait avant 2000, mais même en 2000, quand il a mis des militants du RDR dans la rue, alors qu'on venait d'élire un nouveau président. Donc, c'est quelqu'un qui a une difficulté avec la vérité au point où cette façon de faire est devenue pratiquement, excusez-moi du peu, une religion dans son parti. Cela dit, est-ce que les élections peuvent se tenir? Votre collègue, votre confrère disait tout à l'heure que Guillaume Soro a menacé en disant qu'il n'y aurait pas d'élection. Mais il ne s'agit pas de boycott. Tous les acteurs politiques, à part Ouattara, mais d'autres qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, mais de nombreux démocrates non ivoiriens, estiment que dans les conditions actuelles, au regard du listing électoral, au regard du travail que vient de faire le Conseil constitutionnel, au regard de ce que la commission électorale indépendante est inféodée au pouvoir, donc au regard des différents paramètres qui ne garantissent pas la transparence des élections à venir ou en perspective, on ne peut pas organiser d'élections en Côte d'Ivoire et l'opposition prendra toutes ses responsabilités, en tout cas pour que des élections ne se tiennent pas dans ces conditions-là, parce que l'opposition veut bien aller aux élections, mais si on veut justement que la Côte d'Ivoire s'apaise, si on veut que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence, si on veut que les Ivoiriens puissent vaquer tranquillement à leurs occupations, si on veut que les Ivoiriens profitent de la juste répartition des ressources du pays, il est clair que l'organisation d'une élection de façon systématique n'est pas la solution, et la solution, c'est de voir comment
on peut organiser des élections qui peuvent être acceptables par tous. Et nous le disons, cela demande forcément un tour de table. Alassane Dramane Ouattara sera bien obligé de s'asseoir à un moment ou à un autre à une table de discussion, et cela devrait se faire avant le 31 octobre 2020. Donc, en tout cas, toute l'opposition aujourd'hui est unie. Les Ivoiriens veulent sauver leur pays et les caprices, les velléités d'Alassane Dramane Ouattara n'abuseront pas des Ivoiriens. Alors, il nous reste encore 10 minutes sur la Côte d'Ivoire, puisqu'on doit entamer aussi le sujet sur l'élection présidentielle en Guinée-Conakry, un sujet sur le Togo et le Cameroun. Nous avons peu de temps. Rapidement, une question très importante sur l'actualité. Là, c'est justement possible retour de Laurent Koudou et Gbagbo sur la liste des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Eh bien, la Cour africaine des droits de l'homme des peuples a rendu hier, justement, une décision de justice et demande au gouvernement ivoirien de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant Laurent Gbagbo de s'enregistrer sur la liste électorale. Alors, heureusement, nous avons quand même un docteur en droit ici, docteur Iveco Amaïzo. Et vous qui êtes un homme de droit, est-ce que cela dit que Laurent Gbagbo va quand même se retrouver sur la liste des candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, docteur Iveco Amaïzo? Non, cette question, il faut que vous le posiez à M. Alassane Ouattara. La Cour africaine des droits de l'homme a constaté quelque chose qui est illégal. Et dans une décision d'urgence, qu'on appelle décision à référer, a fait appel à l'État ivoirien, qui est représenté par Alassane Ouattara, en lui demandant de corriger le non-droit. Le non-droit est que quelqu'un qui a droit de se présenter n'a pas été mis sur les listes. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Donc, il y a eu un procès, puisqu'il y a eu une volonté pacifique de rétablir le droit, et le droit a donné raison à ceux qui se sont plaints. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, j'insiste bien, et des peuples, a constaté que non seulement au niveau de l'individu, Gbagbo, au niveau du peuple ivoirien, c'est un non-droit que de ne pas laisser un candidat se présenter. La deuxième chose qui est très importante dans cette décision, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas des moyens de coercition sur un État. Donc, il va vraisemblablement, si l'État ne veut pas mettre en œuvre, il ne va pas dire non. Il va simplement repousser dans le temps cette décision. Donc la question revient à ce qu'on a dit depuis le début. Si vous avez le droit avec vous, ce qui est le cas, et que vous ne pouvez pas faire appliquer le droit, il reste alors à passer par la désobéissance civile. Et ça ne peut fonctionner que s'il y a unité d'une très grande majorité des acteurs politiques qui veulent un changement. Mais l'interlocuteur avant moi avait bien précisé qu'il faut faire très attention à certains acteurs qui sont plutôt dans l'opportunisme, parce que quand vous regardez, il faut le dire, la carrière de certains hommes politiques ivoiriens qui participent au pouvoir et qui lâchent le pouvoir juste pour se faire un nom, et qui l'ont fait avec plusieurs responsables politiques importants de ce pays, la question est de savoir si certains de ces candidats, M. Soro pour ne pas le citer, fait de l'opportunisme. S'il le fait, alors je pense que les Ivoiriens auront encore des surprises. Maintenant, s'il vient de bonne foi rejoindre un mouvement fondamental pour l'unité de l'opposition, pour faire en sorte que les règles institutionnelles, électorales soient propres, pour que ces élections déterminent à qui revient de droit le vote la vérité des urnes, en fait, le vote des Ivoiriens, je pense que ce sera une bonne action. Et pour conclure là-dessus, les institutions africaines de droit, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ne sont là que pour dire le droit. Et quand ils disent le droit, la question revient à ce que je vous ai dit. La réponse reste dans la main de M. Alassane Ouattara. Est-ce qu'il respecte le droit des Ivoiriens? S'il ne veut pas, et s'il pense que le troisième mandat est devenu le premier mandat, moi je rappelle que c'est en classe de CP1 qu'on apprend que quand vous arrivez au chiffre 3, vous ne pouvez pas tomber sur 1. Le prochain c'est 4. C'est vrai. Et donc, s'il veut aller vers le quatrième mandat,
il faut se poser la question, parce que si vous avez un 3 qui devient 1, c'est que vous allez avoir un 2. Et donc, on est parti pour un 4e mandat, 3e et 4e mandat. Et le Togo l'a inauguré, ce 4e mandat. Donc la question est de savoir pourquoi les institutions comme la CEDEAO sont devenues silencieuses, sourdes. Pourquoi les Nations Unies qui se promènent dans le pays actuellement sont devenues sourdes sur le 3e, demain le 4e mandat? Pourquoi la France ne dit rien sur le 3e et le 4e mandat? Et enfin, pourquoi ils ne parlent pas de anticonstitutionnalité qui est du droit pur? D'accord. Docteur Kokra Lossina, il nous reste encore 5 minutes sur la Côte d'Ivoire. Et je le disais, une décision de la Cour africaine des droits de l'homme des peuples a rendu sa décision hier. Et justement, cette Cour demande au gouvernement ivoirien de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant Laurent Koudou-Gbagbo de s'enregistrer sur la liste électorale. Est-ce que pour vous, c'est quand même un rapport de force ou si Ouattara, comme le dit docteur Yves Kouamaïzo, est-ce que Ouattara va quand même respecter cette décision de la Cour des droits de l'homme des peuples rendue par la Cour africaine? Je pense que après la décision de la Cour sur les CI locales, après la décision de la Cour sur le cas Soro, et avec cette dernière décision sur le cas Gbagbo, ça fait beaucoup. Et c'est du pain béni pour l'opposition. Nous allons nous en servir en ce qui concerne nos démarches au niveau international. Et je pense que l'un de nos panélistes l'a bien relevé, que l'Union européenne et même la mission de l'ONU a relevé effectivement qu'il était important que les décisions de ces instances internationales soient respectées. Maintenant, les institutions internationales comme l'ONU sont ce qu'elles sont. Il est bien évident que lorsque le pouvoir, disons, le rapport de force sera plus clair sur le terrain, cela va faciliter très certainement la communauté le travail de la communauté internationale. Donc je vais dire que quel que soit ce que le droit nous donne comme droit, quelles que soient les victoires que nous avons pu égrener au niveau international, au niveau du droit international, le plus important, c'est le rapport de force sur le terrain. Et je parle bien de rapport de force au niveau de la désobéissance civile. Nous ne parlons pas d'action militaire, mais bien d'action pacifique et civile. Et je puis vous assurer, en tant que porte-parole du PDCI, enfin délégué du PDCI chargé de la stratégie, que tout est mis en œuvre pour que, sur le terrain, au cours des jours qui viennent, le rapport de force soit effectivement en notre faveur. Et la communauté internationale ne pourra que constater et faire appliquer le droit international pour éviter, surtout là j'insiste, pour éviter qu'un nouveau foyer de tension, de violence et de déstabilisation puisse s'ouvrir en Afrique de l'Ouest. Parce qu'après tout, ce sera bien à la communauté internationale d'intervenir pour éteindre le feu. Et bien, ce sera peut-être trop tard. Je pense que tous les acteurs sont effectivement conscients de ce fait. Tout à fait. Alors, docteur Claude Koudou, que direz-vous pour conclure ce débat sur la Côte d'Ivoire, une élection présidentielle à haut risque, nous dirait-on? Docteur Claude Koudou. Oui, merci Amos. Effectivement, c'est une élection à haut risque. L'homme de droit a parlé tout à l'heure et pour à l'attention de nos auditeurs, je voudrais juste indiquer que dans l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui a 12 pages, en tout cas, il faut dire à l'auditoire ce qui a été pris comme décision. La Cour, à l'unanimité, ordonne à l'État défendeur, 1, de suspendre la mention de la condamnation pénale du casier judiciaire du requérant, jusqu'à ce que... De quel requérant? Est-ce que c'est Laurent Koudou-Gbagbo qui a porté plainte? C'est lui-même, le président Laurent Gbagbo, justement, qui a instruit ses avocats pour déposer plainte. D'accord. Et donc, c'est bien entendu avec son accord. Et donc, je disais, jusqu'à ce que la Cour se prononce sur fond de la requête principale, dit en point 2,
prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le requérant de s'enregistrer sur la liste électorale. Et en dernière position, faire un rapport à la Cour sur la mise en œuvre des mesures provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa réception. Alors, une fois qu'on a dit ça, voilà encore une autre mention de droit qui vient appuyer l'opposition. Et sur le terrain, le rapport de force que nous avons engagé, nous allons l'organiser pour acculer M. Alassane Dramane Ouattara, qui a un problème avec les lois républicaines, et ça, la Côte d'Ivoire ne peut plus l'accepter. Alors, d'un mot sur la bonne foi des uns et des autres. Il me semble, mais l'histoire nous regarde encore une fois, que par rapport à ce que la Côte d'Ivoire a vécu jusque-là, les différents acteurs devraient se remettre en question, et je pense que les uns et les autres se sont véritablement remis en question, et que le pardon demandé au peuple de Côte d'Ivoire ici et là serait véritablement de bonne foi pour qu'ensemble nous puissions construire une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, une Côte d'Ivoire où il y aurait un vivre ensemble viable, parce que ce pays naguère phare de la sous-région ouest africaine, justement, devrait se remobiliser pour qu'il y ait une stabilité dans la sous-région, parce qu'aujourd'hui, le foyer qu'il y avait au Mali, ça semble s'éteindre. Il y en avait eu au Burkina Faso, il y en a ici et là. C'est de voir comment les peuples africains pourraient, en tout cas, se donner la main pour élever collectivement leur pays, et que hier, certains ont regardé la Côte d'Ivoire couler. L'histoire nous a montré que quand ça brûle chez le voisin, il faut pas se réjouir. Et donc, on doit être ensemble aujourd'hui, et je pense que l'élan est bien pris, en tout cas de l'opposition, est aujourd'hui la main dans la main pour que la Côte d'Ivoire puisse se sortir de là. Merci beaucoup, Dr Claude Koudou. Avant d'aborder le sujet sur la Guinée-Conakry, troisième mandat d'Alpha Condé, nos invités sont déjà en ligne depuis Guinée-Conakry et depuis la Suisse également, à Genève. Et on va conclure ce sujet de la Côte d'Ivoire avec Dr Yves Kouya-Maïzo sur une question que se posent beaucoup de peuples africains, des Togolais, des Ivoiriens, des Maliens. On parle des artistes, ceux-là même qui nous font danser, je le dis très bien. Alors justement, Dr Yves Kouya-Maïzo, pour une première fois, l'artiste Mewé est intervenu et de façon explicite et univoque, alors que Tiken Jah Fakoly, je rappelle que Mewé a même dit dans son message, Monsieur le Président, je sais prévenir, mais je ne sais pas guérir. Alors justement, Tiken Jah Fakoly, pour certains, est un petit peu ambigu dans ses positions. Quelle lecture faites-vous du discours de Tiken Jah Fakoly, Dr Yves Kouya-Maïzo? Bon, je ne vais pas personnaliser. Vous savez, les artistes ne sont pas censés, en fait, faire de la politique. À partir du moment où ils prennent un engagement, il faut qu'ils sachent que leur voix a des effets sur une grande partie de la population, notamment ceux qui aiment leur musique ou tout ce qu'ils font de manière dans le domaine de la culture. Donc, que ce soit Mewé ou d'autres, il faut qu'ils puissent s'approcher des vrais acteurs politiques. On en a eu quelques-uns ici autour de ce plateau, mais ils sont présents en Côte d'Ivoire et de très haut niveau. Et il faut qu'ils puissent s'informer. C'est très important, avant que ces artistes ne ouvrent leur bouche, qu'ils s'informent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui relèvent beaucoup plus de l'activisme, et qui peut même aller donner des résultats contraires de ce que ces artistes souhaitent. Deuxièmement, je ne vais pas citer de nom, il y a certains artistes qui sont jouent plutôt dans la case de ce qu'on appelle aujourd'hui l'opportunisme. Il y en a certains qui aussi, par manque d'informations, se sont trompés et qui ont soutenu tel ou tel candidat, et quand ils se sont aperçus que ce n'était pas le bon, comme un cheval, ils essaient de changer de monture. Tout cela étant dit, on a besoin des artistes. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à faire porter la voix de ce qui pourrait et permettra au peuple de sortir du réveil, ou plutôt du sommeil dans lequel, depuis la colonisation, un certain nombre de grands pays colonisateurs les ont
mis et soumis. C'est ça le rôle de l'artiste. Et c'est pour ça qu'il doit accompagner un mouvement et non pas se lever et porter des jugements, parce que les jugements en politique sont très complexes et ça change régulièrement. Donc moi je les inviterais plutôt à se rapprocher des acteurs politiques, surtout cette unité d'action qui a lieu et qui est en train de se mettre en place de manière très intelligente. Le peuple ivoirien, moi je peux l'attester pour avoir vu beaucoup de pays africains, est mature, a subi d'ailleurs beaucoup de problèmes. Un des pays qui a vu sa présidence bombardée, écoutez, il faut se poser des questions, surtout pas des gens qui sont sur son territoire aujourd'hui, qui n'est autre que l'armée française. Donc les artistes doivent se rapprocher des grands hommes politiques de ce pays, suivre le mouvement de l'unité de cette opposition et devenir la voix de l'organisation stratégique, je parlais même de marketing, de l'unité des Ivoiriens pour un changement des institutions et des modes de fonctionnement. D'accord. Parce que le troisième mandat qui devient un premier mandat, excusez-moi du peu, en dehors même du droit, c'est de l'illégalité totale, mais c'est même de l'usurpation de la vérité des urnes et ce que souhaitent les peuples. Merci beaucoup, Dr. Victor Amaïso. Merci beaucoup également, Dr. Claude Koudou. Je le disais, vous êtes membre de plusieurs organisations panafricaines en France, et Dr. Kokra Losina, délégué chargé à la stratégie de la propagande de PDC en Suisse. Merci d'avoir participé à ce débat panafricain sur la Côte d'Ivoire. Et à très bientôt. Canal K.